Je m'appelle Whitney Adams, et ce soir-là, je suis entrée dans la salle à manger familiale en m'attendant à ce que tout se déroule aussi tranquillement que d'habitude. Même si une appréhension familière s'installait dans ma poitrine chaque fois que je m'asseyais à table, j'essayais de calmer ma respiration et de me rappeler qu'il ne me restait plus qu'un seul repas à passer. Quelques minutes passèrent avant que mon père ne cesse soudainement de manger. Il me fixa droit dans les yeux avec une intensité qui me noua l'estomac. Il posa sa fourchette, prit une lente inspiration et prononça une phrase qui semblait bien trop apprise par cœur. « Le mois prochain, ton loyer double. » Je levai la tête et lui demandai pourquoi. D'un ton ferme, il insista pour que je m'occupe des 3 enfants de ma sœur sans être payé, tout en continuant à travailler à temps plein. Je refusai catégoriquement, car cette exigence était hors de mon contrôle. Leur réaction fut quasi immédiate. Ma sœur me lança une remarque sarcastique, essayant de me faire passer pour une égoïste de ne pas sacrifier ma vie entière pour son confort. À cet instant précis, il m'est apparu clairement que si je ne me protégeais pas, personne d'autre ne le ferait. Je suis restée silencieuse pendant le reste du dîner, mais la décision qui se dessinait dans mon esprit était déjà prise. Le lendemain, lorsque ma sœur m'a confié ses 3 enfants en taxi, le chauffeur n'a pu s'arrêter que devant une seule chose. La maison était vide. Avant de poursuivre, notez la ville d'où vous nous observez, car j'aime voir jusqu'où ces histoires se propagent. Mais tout n'a pas commencé avec ce dîner. La tension entre ma sœur Tania et moi s'était accumulée au fil des années, alimentée par un schéma qui s'accentuait à chaque fois que notre famille prenait des décisions privilégiant son confort avant tout. J'ai grandi en sachant que Tania serait toujours au centre de l'attention, non pas parce qu'elle le réclamait bruyamment, mais parce que mes parents intervenaient pour lui faciliter la vie dès que des difficultés surgissaient. Leur façon de la soutenir était si subtile que beaucoup de personnes extérieures n'y remarquaient rien d'inhabituel. Pourtant, je le ressentais à chaque fois qu'ils attendaient de moi que je prenne en charge les tâches que personne d'autre ne voulait entreprendre. Lorsque nous vivions encore sous le même toit, ces attentes inégales se manifestaient de manière à me peser peu à peu. Si quelque chose nécessitait une intervention à la maison, la responsabilité semblait me retomber dessus avant même que quiconque ne se soucie de savoir qui pourrait m'aider. Tania s'excusait souvent en disant qu'elle était débordée par ses obligations scolaires ou ses sorties, et maman acceptait généralement ses explications sans chercher plus loin. J'ai appris qu'il était plus facile de me taire que de demander pourquoi mon temps comptait moins, même si ce déséquilibre rendait certaines journées plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Plus j'essayais de rester calme, plus il devenait évident que mes efforts ne changeaient rien à leurs préjugés. Il m'arrivait d'essayer de structurer la situation en fixant des limites à ce que je pouvais ou ne pouvais pas gérer. Ces conversations aboutissaient rarement à une véritable compréhension. Si j'expliquais que j'avais besoin de temps pour moi, on sous-entendait que je n'étais d'aucune aide. Si je faisais remarquer que ma charge de travail devenait ingérable, la réponse se résumait souvent à me rappeler que Tania avait énormément à faire. Leur raisonnement créait un cercle vicieux qui les ramenait sans cesse à la même idée. On attendait de moi que j'intervienne car ils pensaient que je m'adaptais mieux. Ils ne m'ont jamais demandé si je voulais m'adapter ni si cela me pesait de toujours me soumettre aux autres. Au fil des années, ce déséquilibre s'est étendu au-delà des corvées et des responsabilités quotidiennes. Il a influencé la façon dont mes parents percevaient mon indépendance. Une fois installé dans mon propre logement, je pensais que la distance me donnerait un peu d'espace. Pourtant, cette dynamique m'a suivi. Ils considéraient mon logement comme quelque chose qu'ils pouvaient modeler à leur guise. Même si je payais mon loyer régulièrement et que je travaillais dur pour maintenir une certaine stabilité, j'avais l'impression que ma maison existait à leurs yeux comme une extension de leur autorité, un espace où ils pouvaient décider de ce qui était bon pour moi sans se soucier de mon avis. Plus je gagnais en autonomie, plus ils précisaient leur idée de ce que devait être mon rôle au sein de la famille. Tania a continué de subir les conséquences de cette attitude. Lorsqu'elle avait besoin d'aide, mes parents agissaient comme si c'était naturel de me reporter la responsabilité. Si son emploi du temps devenait chaotique, on suggérait que je m'adapte. Si elle avait du mal à concilier sa vie personnelle et les exigences de 3 jeunes enfants, il me suggérait de modifier mon emploi du temps. Ce qui me frustrait le plus, c'était leur mépris pour la réalité de mon travail. Mon travail exigeait de longues heures et une concentration totale, et je ne pouvais me soustraire à mes responsabilités, même un instant. Ils le savaient, et pourtant, ils agissaient comme si ma carrière pouvait être étendue d'une manière qui n'avait jamais été nécessaire pour elle. À un moment donné, j'ai essayé de me convaincre que la situation finirait par se stabiliser et devenir plus équilibrée, mais l'expérience m'a prouvé le contraire. Plus je vivais de façon indépendante, plus leurs attentes grandissaient. Je m'accrochais à l'espoir que le soutien de ma famille se traduirait par un respect mutuel. Mais chaque interaction révélait peu à peu un schéma qui ne ressemblait plus à un simple malentendu. Il s'apparentait à une structure où mes choix étaient considérés comme optionnels et mes limites comme temporaires.
Ce long passé a façonné le poids de tout ce qui s'est passé par la suite. Il expliquait pourquoi la pression était devenue plus difficile à ignorer et pourquoi l'état de mes patients avait déjà commencé à se détériorer bien avant ce soir-là. Des années de traitement inégal avaient laissé des cicatrices profondes, et les reconnaître m'a aidé à comprendre pourquoi la situation ne pouvait plus durer. 2 semaines avant ce dîner, Tania Banton a commencé à modifier son ton d'une manière qui a attiré mon attention, même si j'essayais de mettre cela sur le compte du hasard. Au début, le changement était si subtil que je me suis demandé si je ne l'imaginais pas. Pourtant, chaque conversation semblait receler une nouvelle couche d'allusion qu'elle espérait que je percevrais sans avoir à dire quoi que ce soit directement. J'ai remarqué qu'elle me contactait plus souvent que d'habitude, non pas par des recommandations chaleureuses, mais par des remarques soigneusement choisies qui, avec une insistance croissante, tournaient autour du même sujet. Elle a commencé par mentionner à quel point son emploi du temps était devenu épuisant depuis que sa charge de travail au bureau avait augmenté. Elle ne demandait pas d'aide ce jour-là, mais ses paroles étaient si bien choisies que son intention était à peine dissimulée. Lorsque j'ai répondu poliment, elle s'est rapprochée du fond du sujet en ajoutant que les enfants étaient difficiles ces derniers temps et qu'elle aurait aimé avoir quelqu'un de fiable à proximité qui comprenne sa situation. J'ai clairement perçu l'allusion, mais j'ai gardé ma réponse suffisamment brève pour qu'elle ne puisse pas prétendre que j'avais donné mon accord. Les jours suivants, Tania est devenue plus directe dans ses allusions. Un soir, elle m'a appelé pour parler d'un petit événement scolaire auquel son aîné devait assister. Puis elle a ajouté qu'elle risquait d'avoir des problèmes si elle ne trouvait personne pour s'occuper des 2 plus jeunes. Sa voix s'est adoucie d'une façon que j'ai immédiatement reconnue, car elle n'utilisait ce ton que lorsqu'elle cherchait à orienter la conversation dans la direction souhaitée. Quand je lui ai dit que ma semaine était chargée de réunions, elle a marqué une pause si longue que le silence a sonné comme une accusation muette. Quelques instants plus tard, elle a dit qu'elle avait juste besoin de quelques heures et que cela lui serait d'une grande aide si je pouvais intervenir, ne serait-ce que pour cette fois. Ma réponse est restée calme, car je savais où elle voulait en venir. Je lui ai rappelé que je ne pouvais pas modifier mon emploi du temps sans impacter plusieurs membres de mon équipe. Son humeur a changé du tout au tout. Tania a acquiescé d'une voix tendue, puis a raccroché sur un ton qui ne laissait aucun doute sur son mécontentement. Cette interaction marqua le début d'un changement notable au sein de la famille, car maman enchaîna rapidement avec un message qui véhiculait la même pression sous-jacente. Elle ne mentionna pas encore directement les enfants. Elle parla de Tania d'une manière qui soulignait à quel point elle était débordée. Elle glissa des remarques sur l'importance du soutien familial et sur le fait que la responsabilité exige parfois des compromis. Son langage était prudent, mais le sens correspondait parfaitement aux allusions précédentes de Tania. Il devint évident qu'elles agissaient de concert, préparant un récit où mon refus serait perçu comme égoïste plutôt que nécessaire. Papa se joignit à la danse avec sa propre version de la persuasion subtile. Il aborda des sujets sans rapport avec le reste, puis orienta progressivement la conversation vers l'idée que je devais rester proche de ma famille autant que possible. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes qui m'inquiétaient, mais la façon dont il les insistait, comme s'il préparait un argument qu'il utiliserait plus tard. Chaque interaction semblait être construite autour de la même attente, et personne ne reconnaissait les exigences de mon travail, même s'il savait à quel point mon rôle était important. Les jours passaient et la tension montait. Tania se comportait comme si mon accord final allait de soi, glissant des remarques anodines dans nos conversations, comme si je serais disponible à sa demande. Je déclinais chaque suggestion avec des explications calmes, même si chaque refus semblait creuser un fossé entre nous. Elle ne laissait jamais transparaître sa colère ouvertement, mais la frustration dans sa voix devenait de plus en plus palpable. Au bout de 2 semaines, l'atmosphère autour de nos échanges familiaux était devenue pesante, comme si chacun attendait le moment opportun pour acculer la discussion et m'empêcher d'y échapper. Personne n'osait encore parler ouvertement. Chaque message, chaque remarque soigneusement formulée, semblait indiquer la même chose. Je compris alors que quelque chose de plus grave se tramait en coulisses, et même si je ne pouvais pas prédire exactement comment cela se déroulerait, je sentais clairement qu'une confrontation se préparait bien avant d'arriver à table. Les heures qui suivirent ce dîner me pesèrent, un poids qui s'alourdissait à chaque fois que je repensais à ces mots. Je rentrais chez moi avec une détermination tranquille, forgée dans la confusion. Plus j'essayais de me distraire avec des tâches routinières, plus il devenait évident que rien ne changerait tant que je ne prendrais pas une décision irrévocable. Cette prise de conscience a marqué toute la soirée et m'a plongé dans une lucidité que j'avais fui pendant des années. L'appartement semblait étrangement silencieux lorsque j'ai refermé la porte, comme s'il attendait que j'avoue enfin tout ce que j'avais repoussé. Je suis resté un instant dans le couloir, à écouter le rythme régulier de ma respiration, tandis que mes pensées s'organisaient avec une clarté inhabituelle. La pression de ce dîner avait forcé quelque chose en moi à s'apaiser, et j'ai compris que j'étais arrivé au moment où l'hésitation n'avait plus lieu d'être.
Je suis entré dans ma chambre et j'ai regardé autour de moi d'un autre œil, comme si cet espace appartenait déjà à une vie que j'étais prête à quitter. J'ai ouvert mon placard et j'ai attrapé la grande valise qui se trouvait sur l'étagère du haut. La fermeture éclair était froide sous mes mains et, en l'ouvrant, je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé ce sac depuis la dernière réunion de travail. L'idée m'a brièvement traversé l'esprit avant d'être emportée par l'élan qui m'habitait. J'ai ouvert le premier tiroir et j'ai commencé à plier mes vêtements avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque vêtement rangé dans le sac confirmait que je reprenais le contrôle, une petite décision à la fois. Arrivé au deuxième tiroir, je me suis arrêté. Mon téléphone était sur le bureau à côté de moi, et je savais exactement qui appeler. Je l'ai pris et j'ai composé le numéro de mon amie Brianna Hay, qui avait toujours compris les dynamiques familiales mieux que quiconque. Dès qu'elle a décroché, elle m'a demandé ce qui s'était passé, car elle sentait ma respiration haletante. Je lui ai raconté la conversation de plus tôt dans la soirée, non pas avec frustration, mais avec une assurance qui m'a même surprise. Brianna a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle m'a dit qu'elle avait déjà une solution en tête. Brianna m'a dit qu'elle avait récemment parlé avec le propriétaire, M. Callahan, qui gérait plusieurs petits appartements dans un quartier calme près de son lieu de travail. L'un des locataires était parti subitement et l'appartement était libre. Elle m'a dit que je pouvais l'appeler tout de suite pour confirmer sa disponibilité si je me sentais prête à déménager le soir même. L'idée paraissait radicale, mais elle correspondait parfaitement à ce que j'avais déjà décidé. Je lui ai dit d'appeler. Pendant que Brianna contactait M. Callahan, je continuais à faire mes cartons. Le rythme des pliages, des tris et des fermetures m'apportait un calme mêlé à l'urgence qui m'animait. Quelques minutes plus tard, Brianna a rappelé. M. Callahan était disponible pour un rendez-vous dans l'heure. Sa voix exprimait un mélange d'excitation et d'inquiétude, mais surtout de fierté de me voir franchir le pas. Je l'ai remercié et, l'espace d'un instant, je me suis autorisé à me sentir soutenu, sans culpabilité. J'ai rassemblé mes dernières affaires, fermé mon sac et suis entré dans le salon. En voyant l'espace sous cet angle, j'ai réalisé à quel point ma vie s'était concentrée entre ces murs. J'ai pris une grande inspiration, me suis dirigé vers la porte et ai verrouillé, sachant que ce serait la dernière fois. Dehors, l'air nocturne éveillait en moi une paix intérieure, me rappelant que le plus dur était enfin passé. J'avais commandé un petit camion de déménagement et, en attendant, je descendais mes sacs avec cette détermination qui naît de l'endurance. Le camion arriva peu après et le chauffeur m'aida à tout charger sans poser de questions inutiles. Son silence rendit les choses plus faciles, comme si la nuit avait préparé le terrain pour moi. Nous arrivâmes à l'adresse que Brianna m'avait donnée et M. Callahan m'accueillit avec le bail prêt. Les formalités administratives furent simples et, en quelques minutes, j'avais signé et reçu les clés d'un endroit qui tenait déjà de la promesse. La porte refermée, je restai planté au milieu de la pièce, laissant un soulagement immense m'envahir d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais quitté l'ancienne maison sans un mot. Et pour la première fois, le silence m'appartenait pleinement. Le lendemain matin, une série de conversations rapides déchira le silence de mon nouvel appartement avant même que j'ouvre les yeux. J'ai attrapé mon téléphone, essayant de me débarrasser du poids d'une nuit épuisante, et la première chose que j'ai vue, ce sont des appels manqués de ma sœur aînée, Tania Banton. Il y avait aussi plusieurs messages du chauffeur d'une compagnie de taxi que je n'avais jamais utilisée. L'urgence des notifications me laissait présager une situation chaotique, alors que le soleil était à peine levé. En ouvrant le message vocal du chauffeur, j'ai constaté qu'il était plus confus que frustré. Il expliquait être arrivé à mon ancien domicile avec 3 enfants à qui il avait demandé de frapper à la porte jusqu'à ce que je les ouvre. Personne n'ayant répondu, il voulait savoir s'il devait attendre, les emmener ailleurs ou appeler la personne qui avait réservé la course. J'ai écouté son message 2 fois, car l'idée que Tania ait envoyé ses enfants sans prévenir me paraissait tellement insensée et calculée que j'avais besoin d'un moment pour y réfléchir. L'appel suivant venait de Tania elle-même, et sa voix était empreinte d'une indignation presque théâtrale. Elle exigeait que j'ouvre la porte, m'accusant de me dérober à mes responsabilités. Chaque message devenait plus strident, comme si elle croyait qu'en haussant le ton, elle me ramènerait comme par magie dans la maison où elle s'attendait à ce que je reste prisonnière. Je n'ai répondu à aucun de ses appels car elle avait clairement fait part de ses intentions bien avant ce matin, et rien de ce qu'elle dirait ne pouvait me faire changer d'avis. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé à nouveau, cette fois-ci avec des appels de mes parents, maman et papa. La voix de maman était empreinte d'incrédulité, elle insistait sur le fait que les enfants étaient dehors, dans le froid. Papa semblait irrité, répétant ses questions sans attendre de réponse, persuadé que je vivais toujours là où il s'attendait à ce que je sois. Leurs messages se sont enchaînés pour me rappeler pourquoi je m'étais forcé à déménager si vite la veille au soir.
Leur réaction confirmait qu'ils me considéraient non pas comme une adulte avec des limites, mais comme une ressource qu'ils avaient le droit de gérer. Pendant qu'ils continuaient d'appeler, Tanya est arrivée à la maison avec son mari, Shaoloway. Je n'avais pas besoin d'être là pour imaginer son expression lorsque le chauffeur lui a annoncé que la porte était toujours verrouillée. Les fenêtres étaient nues et l'intérieur semblait silencieux. Quelques minutes plus tard, le chauffeur me recontacta, expliquant que Tanya lui avait demandé de continuer à frapper car elle pensait que je l'ignorais volontairement. Je finis par lui envoyer une brève réponse l'informant que je n'habitais plus là et qu'il ramènerait immédiatement les enfants à leur mère. Il resta figé, sous le choc, avant de confirmer qu'il avait compris. Dès que Tanya entra dans la maison avec son double des clés, tout s'éclaira pour elle. Les pièces étaient vides, les meubles avaient disparu, et il ne restait plus qu'une simple clé soigneusement posée sur le plan de travail de la cuisine. D'après le chauffeur, elle resta immobile pendant plusieurs secondes, incapable d'expliquer à son mari pourquoi elle avait pris un tel risque sans rien vérifier au préalable. Cette humiliation était la sienne seule. Je restai dans mon nouvel appartement, assise tranquillement par terre, entourée de cartons non ouverts, éprouvant une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne répondis pas à leurs appels et je ne retournai pas dans cet endroit qu'ils croyaient contrôler. J'étais déjà entré dans un nouveau chapitre, un premier chapitre où mon absence se faisait plus entendre que n'importe quelle dispute. 3 semaines plus tard, la situation était toujours tendue, et le silence qui suivit mon départ ne fit qu'exacerber les tensions familiales d'une manière inattendue. Je n'avais aucune nouvelle d'eux directement, mais des bribes d'informations me parvenaient par l'intermédiaire de proches qui s'efforçaient de rester neutres et ne me pressaient jamais de reprendre contact. Chaque nouvelle me faisait prendre conscience de la fragilité de leur projet et de la rapidité avec laquelle tout leur échappait, à mesure que je me retirais du rôle qu'ils attendaient de moi sans broncher. Mes parents rencontrèrent leur premier obstacle lorsqu'ils cherchèrent un nouveau locataire pour la maison sur laquelle ils comptaient pour alléger leurs difficultés financières. Des personnes vinrent visiter les lieux, mais personne n'accepta de reprendre le prêt immobilier, car les réparations avaient été négligées pendant des années et les mensualités étaient plus élevées que prévu pour une maison aussi ancienne. Lorsque la banque commença à envoyer des rappels concernant le montant dû, mes parents essayèrent de garder le silence, même si plusieurs membres de la famille avaient remarqué leur inquiétude grandissante. Leur décision reposait sur l'hypothèse que je continuerais à contribuer en vivant là-bas, et dès mon départ, les failles sont devenues trop visibles pour être dissimulées. Tanya a subi les conséquences de ses actes au travail. L'incident avec le chauffeur de taxi a fait le tour de ses collègues car elle avait renvoyé les enfants d'une manière jugée négligente par beaucoup, et son patron a réduit ses heures de travail jusqu'à nouvel ordre. Ses collègues ont commencé à l'éviter, et elle avait du mal à maintenir l'image sur laquelle elle s'était toujours appuyée pour susciter la compassion. Elle se plaignait souvent à Shaun de l'injustice qu'elle ressentait. Pourtant, cette situation était le fruit de ses propres choix, et les rappels à l'ordre de son employeur reflétaient cette réalité plus qu'elle ne voulait l'admettre. Shaun s'est retrouvé à assumer davantage de responsabilités à la maison et dans la gestion des finances. Sa frustration grandissait car il avait prévenu Tanya du risque d'escalade de la situation avant le dîner familial, et elle l'avait ignoré. La baisse de ses revenus l'a contraint à faire des heures supplémentaires, et il était amer d'être placé dans une situation qu'il pensait pouvoir éviter. Il essayait d'être patient avec les enfants. Pourtant, des moments d'épuisement se manifestaient, qu'elle ne pouvait plus dissimuler, et l'atmosphère à la maison passa de l'irritation aux disputes fréquentes. Embaucher une nounou devint le dernier recours lorsque ses parents refusèrent de s'occuper des enfants après l'école. Le prix était bien plus élevé que prévu, et cette solution pesait lourdement sur leur budget mensuel. Tanya répugnait à l'idée de dépendre de quelqu'un d'extérieur à la famille, mais elle n'avait pas le choix. La nounou avait des horaires de travail stricts, et Tanya ne pouvait plus exiger de faveur ni compter sur une aide de dernière minute, ce qui la rendait vulnérable dans une routine qu'elle contrôlait auparavant par la pression émotionnelle. Pendant ces semaines, je vivais dans mon nouvel appartement, qui m'apportait la paix qui m'avait manqué pendant des années. J'avais instauré un rythme qui m'appartenait entièrement, évitant toute tentative de mes proches de m'impliquer dans les conséquences de mes actes. Ma décision n'avait plus rien d'impulsif. Elle me semblait nécessaire, réfléchie et désirée. Et je comprenais avec calme et certitude que le seul moyen de me libérer d'un schéma qui avait pris une place bien trop importante dans ma vie était de prendre du recul. 2 mois plus tard, ils se présentèrent à la porte de mon nouvel appartement. Je venais de rentrer d'une longue réunion avec un client quand on frappa si fort que cela trahissait plus de l'impatience que de la politesse. Je savais déjà qui c'était avant même d'ouvrir, car rares étaient ceux qui, dans mon entourage, s'autorisaient à entrer sans prévenir. J'entr'ouvris la porte et aperçus clairement mes parents dans le couloir, Tanya juste derrière eux. Shaun restait à quelques pas en retrait, évitant mon regard comme s'il aurait préféré être ailleurs. Ma mère ne perdit pas une seconde.
Elle me reprocha d'avoir rendu les dernières semaines insupportables, que le crédit immobilier de leur vieille maison était devenu un fardeau qu'ils n'auraient jamais dû porter seuls, et que mon absence avait créé des tensions qu'ils ne méritaient pas. Mon père croisa les bras et déclara qu'ils avaient besoin de mon retour, car la situation s'était envenimée au point qu'ils ne pouvaient plus faire semblant que tout allait bien. Leur ton exprimait la même attente que j'entendais depuis des années, la conviction que j'existais pour assumer la responsabilité qu'ils me confiaient. Tania s'avança avec une expression familière, mêlant irritation et une vague excuse qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Elle affirma que je l'avais mal comprise, qu'elle n'avait eu besoin d'aide que brièvement et qu'une sœur raisonnable serait intervenue sans en faire toute une histoire. Elle ajouta que des chuchotements avaient commencé à fuser à son travail après l'incident du taxi, et elle insista sur le fait que c'était de ma faute, car j'aurais dû ouvrir la porte ce matin-là. Je l'écoutai jusqu'au bout, puis lui dis que je me souvenais de chaque mot qu'elle m'avait lancé lors du dîner qui avait tout déclenché. Je lui rappelai qu'elle avait envoyé 3 enfants à l'autre bout de la ville sans me demander si j'étais disponible et si je le souhaitais, et qu'elle avait pris mon refus pour une attaque personnelle plutôt que pour une limite qu'elle aurait dû respecter. Shaun garda les yeux rivés au sol pendant que je parlais, car il connaissait la vérité depuis le début. Son silence dans le couloir me confirma que même lui comprenait l'absurdité des exigences qu'ils essayaient de m'imposer. Une fois de plus, maman a tenté de m'interrompre, mais j'ai continué à parler, lui expliquant que j'avais porté cette famille sur mes épaules bien trop longtemps. Je lui ai dit que chaque demande était teintée de culpabilité plutôt que de gratitude, et que chaque fois que j'essayais de prendre de l'importance pour moi, il le prenait pour une trahison. Mais, parents ont échangé un regard surpris, car ils s'attendaient à ce que je me retire, comme toujours. Papa m'a demandé si je me rendais compte de la pression qu'il subissait. J'ai répondu que oui, mais que cette pression ne pouvait plus primer sur mon bien-être. Je leur ai dit que j'avais construit une nouvelle vie dans cet appartement et que je ne retournerais pas à un rôle qui m'avait épuisé pendant des années. Tania a ouvert la bouche pour répondre, mais rien de ce qu'elle dirait ne pouvait me faire changer d'avis. J'ai pris du recul pour créer une distance entre nous, leur annonçant que c'était la fin de cette époque. Je leur ai souhaité le meilleur, mais que je ne retournerais pas dans cette maison ni aux attentes qui y étaient liées. Le couloir resta silencieux un instant avant qu'ils ne se retournent pour partir, chaque pas trahissant leur incrédulité face à ma décision, cette fois, de prendre mon destin en main. La porte refermée, le silence dans mon appartement sembla stable, paisible et entièrement mianté, à protéger. Quelques mois plus tard, ma vie avait trouvé un rythme stable, une stabilité que je n'avais pas connue depuis des années. Je me réveillais chaque matin avec une paix intérieure, fruit de la liberté de choisir. Mon travail avait également pris un nouveau tournant. Mon supérieur avait davantage confiance en mes capacités, ayant constaté ma capacité à gérer les projets complexes avec patience et clarté. La promotion que j'ai obtenue m'a surprise, même si je savais, au fond de moi, que j'avais enfin créé les conditions permettant de consacrer mon énergie à mon développement plutôt qu'à la gestion des crises. Durant cette même période, mes parents ont dû faire face à des difficultés inattendues. Le montant de leur emprunt immobilier est devenu exorbitant, faute de locataires pour les chambres libres. Des mois d'expulsions impayées se sont accumulés, jusqu'à ce que la banque les force à saisir leurs biens, une opération qui a mis leurs finances à rude épreuve, bien plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Ma mère s'efforçait de dissimuler le stress que cela engendrait. Pourtant, même de loin, je le ressentais à la dureté de son ton lorsque des connaissances communes évoquaient sa situation. Ma sœur, qui avait insisté pour que j'élève ses enfants bénévolement, se retrouva avec moins d'options qu'elle ne l'estimait. Elle finit par embaucher une nounou à plein temps, dont les services coûtèrent plus cher que prévu, et son mari, Shaun, était de plus en plus exaspéré par le déséquilibre au sein de leur foyer. Leurs disputes se répercutaient sur les proches qui tentaient de rester neutres, même si le schéma était évident pour quiconque y regardait de plus près. Shaun exigeait que Tania assume sa part au lieu de se décharger de ses responsabilités sur quelqu'un d'autre. Et elle n'avait plus d'échappatoire, elle ne pouvait plus compter sur moi. Malgré tout, je me suis construite une vie stable, fondée sur la stabilité plutôt que sur l'obligation. J'ai décoré mon appartement avec soin, créant ainsi un espace personnel, et je passais mes soirées sereinement, en prenant le temps de bien réfléchir à chaque décision. Peu à peu, mes parents ont cessé de me demander quand je pourrais rentrer ou si je me sentais prête à renouer avec les habitudes de notre ancienne maison. Avec le temps, ils ont accepté ce qu'ils refusaient de voir, j'avais quitté leur cercle et je n'avais plus l'intention d'y revenir. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs destinés à punir autrui, mais des accords qui protègent une personne de se voir confier des rôles qui la dévalorisent. Les liens familiaux ne peuvent se construire par la pression ou la culpabilisation, car l'amour a besoin d'espace pour l'autonomie, le respect et la reconnaissance sincère des limites.
J'ai compris que me choisir n'était pas un acte d'égoïsme, mais un engagement à vivre sans être instrumentalisé pour assumer les responsabilités qui incombent aux autres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le récit de ce long cheminement. Votre présence rend ce récit moins lourd à porter, et j'espère qu'il vous apportera quelque chose de précieux. Si cette expérience vous a amené à réfléchir aux limites, aux attentes ou au partage des responsabilités au sein d'une famille, je serais ravi d'entendre vos réflexions et les enseignements que vous en avez tirés.